Le 17 mai dernier, la Commission a adopté la troisième partie de son initiative L'Europe en mouvement, pour une mobilité durable, sûre, connectée et propre. Donc le principe de l'utilisateur-payeur, c'est de proposer un péage sur la distance parcourue. C'était le premier principe du livre blanc et c'est ce que nous connaissons très bien en France avec nos autoroutes à péage où, en fonction du nombre de kilomètres, on a une tarification. Le deuxième principe qui est dans cette révision de directive et qui est le plus novateur, c'est le principe pollueur-payeur. Ce principe pollueur-payeur, c'est d'appliquer une redevance supplémentaire dite pour coût externe et qui prend en compte les conditions de pollution des véhicules, mais qui peut prendre en compte aussi les conditions de congestion, les moments où il y a du trafic ou pas, et qui peut prendre en compte aussi des éléments de sécurité. Il faut surtout s'assurer que les recettes qui vont être perçues de ces différentes perceptions de redevances par péage soient bien destinées à tout ce qui concerne le secteur des transports, que ce soit la rénovation des routes, comme la modulation et le transfert vers d'autres types de transports plus propres. Ça s'appelle le fléchage des recettes dans notre jargon européen et c'est une dimension qui est très importante pour aussi bien expliquer que chacun, en prenant sa voiture ou en ayant un trajet avec un camion, va participer à la rénovation de la route, va participer à l'amélioration des voies ferroviaires. On parle beaucoup en France de la question de la dette de SNCF Réseau qui a besoin de sources de financement importantes. Cela peut en faire partie. Il faut à la fois qu'il y ait ce fléchage des recettes vers le secteur des transports et qu'il y ait la transparence sur les recettes qui vont être perçues et où elles seront affectées. La législation européenne, que nous appelons la directive Eurovignette dans notre jargon, s'applique uniquement aux réseaux interurbains. L'impact de cette législation sur la mobilité urbaine n'est donc que indirect. Ceci étant dit, la majorité des voyageurs interurbains ont un point de départ ou de destination dans les villes. La législation européenne et la révision proposée par la Commission en mai 2017 auront donc un impact également positif dans les villes. Toutes ces mesures ensemble contribueront à un fonctionnement plus efficace du système de transport, de fret et de passagers. Les nouvelles mesures de modulation de la tarification contribueront ainsi à accélérer le renouvellement de la flotte de véhicules afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des autres polluants. Nul doute que toutes ces mesures bénéficieront aussi aux villes. Un point qui est aussi extrêmement important, vous parliez tout à l'heure de la question du domicile-travail, c'est-à-dire des trajets que l'on fait quotidiennement parce qu'on n'a pas d'autres possibilité de déplacement que le véhicule individuel. Il est proposé des réductions applicables pour ce type de déplacement qui est vraiment lié à ces utilisations quotidiennes domicile-travail. La multimodalité est indispensable pour améliorer la mobilité propre. Et il faut être le plus novateur possible et l'Union européenne ne peut pas être à la traîne dans ce grand challenge. Il y a aujourd'hui un certain nombre de financements européens qui sont utilisés pour cela. Je pense au mécanisme pour l'interconnexion, le MIE, qui apporte des financements aux régions, collectivités qui ont des projets de système de multimodalité. Il faut continuer à les encourager. Mais il y a aussi ce grand plan d'investissement qui a été lancé en 2014, qu'on a appelé le plan Juncker d'investissement, mais c'était plutôt des investissements privés que publics. Et nous étions très nombreux au Parlement européen à demander à ce qu'il puisse y avoir aussi un abondement d'investissement public et dans ces secteurs de la multimodalité parce que ce grand plan européen d'investissement est indispensable. Nous faisons au mieux pour faciliter les procédures, pour réduire les coûts et les retards sur les projets, mais aussi pour fournir une plus grande sécurité juridique aux investisseurs, aussi bien publics que privés. Nous avons proposé un nouveau projet de règlement concernant des mesures de rationalisation. Il propose des procédures d'octroi de permis simplifiées avec une seule autorité compétente, un guichet unique, une seule décision et un processus limité à maximum 2 étapes. Il
fois que les problèmes initiaux actuels auront été résolus correctement, et ils doivent impérativement l'être, les véhicules sans conducteur vont améliorer grandement la sécurité routière. Nous estimons que l'erreur humaine contribue à 90% des accidents. Les véhicules sans conducteur pourraient apporter la mobilité à ceux qui ne peuvent pas conduire eux-mêmes, comme les personnes âgées ou à mobilité réduite, ou qui sont aussi mal desservis par les transports publics. Ainsi, ils pourraient encourager des systèmes de partage de véhicules propres et la mobilité comme un service. À terme, les véhicules sans conducteur libéreront l'espace gaspillé pour le stationnement et révolutionneront ainsi l'aménagement urbain.